Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un podcast vidéo concernant des passages de lecture. Alors, dans la ligne, dans la continuité de mon précédent podcast vidéo, on va voir d'un petit peu plus près c'est quoi ces histoires de intraterrestres, extraterrestres. D'ailleurs, en cliquant sous la vidéo, il y a un article complémentaire avec d'autres vidéos de d'autres personnes. Mais là, on va creuser un petit peu le sujet au travers de passages de lecture au niveau intraterrestre. Et c'est quoi ces histoires de cette théorie de la Terre creuse, par exemple? Et puis, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'il y a, etc. Je suis assez récente dans la découverte de ce sujet-là, en fait. Donc, je me suis acheté carrément un bouquin, un pavé. C'est pareil, je vous mets le lien dans l'article complémentaire sous la vidéo. Et ce sont des passages de ce livre que je vais vous lire. Ce livre est plutôt bien foutu, j'ai envie de dire. Alors, je n'ai pas vérifié tous les liens qu'il donne parce que chaque passage historique, il remonte quand même jusqu'aux années 1700, 1800 et parfois même au-delà, mais bon voilà. Et puis des témoignages plus récents, avant que la censure étatique ne vienne mettre son grain de sel là-dedans. Et donc, des aventuriers, des marins, des pêcheurs, et puis plus récemment, plus proche, des militaires, ont été amenés à naviguer dans les eaux glaciales de l'Antarctique et ont été amenés au niveau des pôles, quoi, tout simplement. Et certains ont découvert des choses très, très, très particulières. D'où cette théorie de Terre creuse. Et donc, je vais vous lire certains passages, des passages anciens d'ailleurs. Peut-être je vous en mettrai un plus récent, je ne sais pas. Je n'ai pas tout à fait terminé le livre, j'en suis pas très loin. Le bouquin, je suis en train de regarder, je l'ai dans les mains. Il fait, que je dise pas de bêtises, 566 pages. Bon. Donc, des témoignages passionnants. À mon niveau, j'ai trouvé ça passionnant. Même si je ne lis pas tout d'une traite, parce que ce n'est pas un roman, même s'il y a des passages qui se lisent comme un roman. Mais il y a des moments, j'ai besoin un petit peu de réflexion, puis de faire autre chose que de ne pas rester plantée devant mon bouquin toute la journée non plus. Donc ça fait déjà un certain temps que je suis dans ce livre-là. Le précédent du même auteur, je l'ai lu plus rapidement. Je vais vous mettre aussi le lien dans l'article complémentaire de l'autre livre. L'autre livre, j'en ai parlé dans le tome 7 du recueil de Folle Autonomie. J'ai mis des passages, je crois bien, de lecture aussi. Donc, on va creuser un petit peu ce sujet-là ensemble. Et puis après, je vous invite à aller voir l'article complémentaire avec, encore une fois, vidéo de personnes très spéciales, de personnes qui sont contactées par des entités alors extraterrestres, etc., dont un homme politique anglais qui a été élu après avoir, il y a plusieurs années, dévoilé son historique et que oui, depuis son enfance, il était en contact avec ces êtres-là, etc. Donc je vous mets je vous ai mis 2 vidéos dans l'article complémentaire, c'est très intéressant. Alors lui, au niveau de la Terre creuse, il met des nuances, parce que si on l'écoute, et si on pense que ce qu'il dit est vrai, à chacun de s'en juger, à chacun d'en juger, en son âme et conscience.
en écoutant ce que son âme, son esprit a à lui dire par rapport à ce qu'il entend, ce qu'elle lit. Donc si c'est vrai pour vous, si ça ne l'est pas. Donc pour cette personne-là, pour cet homme-là, je suis enrouée. Hein, certaines personnes qui diraient chakra de la gorge, dis-le tais-toi, ou peut-être que c'est difficile à exprimer et que bon, voilà. C'est des choses qui ne sont pas audibles pour plein de gens, alors moi j'ai du mal à le dire, à l'exprimer, je ne sais pas. Mais donc pour cette personne-là, pour cet homme-là, la théorie de la terre creuse, il parle de ses vies antérieures et qu'il aurait le souvenir de toutes ses vies antérieures, à la différence de nous tous. Puisque nous perdons la mémoire, lui, toute sa mémoire intégrale lui aurait été redonnée. Et donc pour lui, dans ses souvenirs, c'est des lieux où il aurait été, dans des vies passées, mais que pour lui, il n'y aurait pas... toute la terre, l'intérieur de la terre ne serait pas accessible d'un point à un autre comme ça sous terre. Mais lui, il exprime ça par rapport à ses vies antérieures, dans sa vie présente. Oh là là, dans sa vie présente, il n'a à aucun moment été dans ces lieux-là. Or moi, les témoignages que j'ai dans mon livre, ce sont des gens qui y ont été au cours de leur existence. Donc, je suis très intéressée par ces témoignages et donc voilà. Et d'un seul coup, j'ai récupéré ma voix. C'est intéressant ça. Donc je récupère ma voix quand il s'agit de parler des témoignages de ces personnes anciennes qui sont mortes depuis longtemps. Alors il y en a qui sont morts de façon naturelle, il y en a beaucoup qui sont morts, on dirait aujourd'hui suicidés. Ils se sont suicidés de façon très particulière. Surtout plus on avance dans nos années proches, quoi, en fait. Hein. Ils disparaissent subitement parce qu'ils ont découvert des trucs ou parce qu'ils veulent dévoiler des choses et que c'est toujours pareil au niveau étatique, ça ne veut pas. Ça doit rester top secret. Donc là, j'ai récupéré ma voix, mais quand il s'agissait de l'autre personne qui est toujours vivante, sauf erreur de ma part, le chat dans la gorge réapparaît. Bah, tiens, rebelote là. Ça commence à coincer. Bon, c'est intéressant à creuser. Donc voilà, donc je vous laisse écouter les enregistrements, les passages de lecture que j'ai faits. Et puis, je vous retrouve après. C'est parti. Alors, un partage de lecture tout à fait intéressant. Ça se passe au niveau des glaces arctiques. Et le début du passage que je vais lire, ça suit à une exploration qui a eu lieu entre 1881 et 1884. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors, la personne qui a fait tout ce séjour en Arctique, hein, aux années que je viens de citer, a écrit un bouquin. Et ce bouquin a été traduit en français, hein, c'est un américain. Donc je lis un passage. Comme vous avez pu le lire, il rapporte « De crainte que mes récits de merveilles de ces régions éloignées ne fussent taxés d'exagération enthousiaste, je n'ai point osé reproduire la plupart des lignes écrites sous l'impression de phénomènes qu'on accuse si souvent les voyageurs de peindre de couleurs trop vives. » Alors ça, c'est un passage qui était dans son livre, à cet homme qui a fait ce voyage, cette expédition, et il décrit dans l'introduction de son livre que il s'est auto-censuré sur certains passages. Donc je lis la suite, là, du livre que je suis en train de lire. Cet aveu est d'une importance capitale car il sous-entend deux choses. La première serait que le département de la guerre américain, déjà à cette époque, lui aurait suggéré fortement de relativiser ses propos afin de ne pas sortir du consensus scientifique général et secondement, que la nature déjà exceptionnelle de ses propres constatations relatées dans son ouvrage, ainsi que celle de deux de ses hommes, Lockwood et Brainard, induisent indubitablement la survenue supplémentaire de situations et d'observations totalement inédites, insolites et donc incompatibles avec les normes connues appliquées habituellement à l'Arctique sous les hautes latitudes. Malgré les précautions de Greely, donc c'est le nom de l'homme dont je parlais au début, hein, je ne sais pas si je prononce bien, hein, ça s'écrit G-R-2-E-L-Y.
Donc malgré les précautions de Greely, nous verrons plus loin dans ce livre, dans la partie archéologie de l'Arctique, qu'un membre de l'expédition, le sergent Fredericks, parlera longuement et précisément de découvertes et d'observations fantastiques. Voici donc un premier et long florilège d'observations les plus marquantes rapportées par le lieutenant Greely en terre de Grinnell, au-delà de 81 degrés de latitude nord, soit à environ et seulement 900 km du pôle nord géographique. Leur camp de base, Fort Congère, était établi à la pointe de la terre Grinnell. Pendant notre séjour au camp, Connell utilisa ses loisirs à visiter le débouché d'une vallée qui court au nord-ouest et forme pendant l'été la coulière d'un petit fleuve. La végétation en était presque luxuriante. Il aperçut 4 loups et un bœuf musqué. Le 2, nous quittons la rive sud du lac, Hazen. Plus des 3/4 du sol étaient débarrassés de neige. Partout, des saules et du gazon. Pendant la nuit, le thermomètre tombe à moins 18 degrés. Les résultats de ce voyage n'étaient certes point à dédaigner. Ils nous avaient révélé, à l'intérieur de la terre Grinnell, des conditions physiques que nous étions bien loin de soupçonner. Les vallons, souvent libres de frimas tout l'été, donnent naissance à une végétation relativement luxuriante et qui sert de pâture à de nombreux animaux. Des essaims de mouches nous obsédaient sous la tente. La chaleur était insupportable. À 2 heures, elle atteignait 9 degrés. Dans la nuit, elle toucha à 10 degrés. Température torride pour la terre Grinnell. Les saules desséchés abondaient et nous pûmes économiser notre faible provision d'alcool. À 3h30, nous continuons notre marche vers l'ouest. Thermomètre plus 11 degrés,7. Dans les eaux libres de glace se jouent des quantités de vairons mesurant de 2 à 3 cm. Au nord-est du lac Hazen, Lynn vit une demi-douzaine de bœufs musqués, des mouettes, des sternes, des oies, des tournepierres, un sanderling violet et plusieurs stercorettes. Il faisait si chaud qu'on plantera même pas la tente. Départ le 28 à minuit et demi. Thermomètre 11 degrés,7, près de la rivière Rugle. La scène était admirable. Le ciel se couvrait de cumulus, très rare dans les régions arctiques. Les pavots aux fleurs d'or, les saxifrages pourpres attiraient les papillons aux brillantes couleurs. L'atmosphère était délicieusement chaude et si, tournant le dos à la cuirasse de cristal du lac Hazen et au glacier débordant les brèches des montagnes, nous arrêtions nos regards sur les collines brunes, faiblement teintées de vert olive, on se serait cru aux confins des tropiques et non à 8 degrés du pôle. Secteur Île John, lac Hazen. La chaleur commençait à nous accommoder beaucoup. Le thermomètre fixé au baromètre anéroïde, qu'on portait toujours à l'ombre, marquait 28,3 degrés. L'autre instrument, quoique agité dans l'air pendant 7 minutes consécutives, ne descendit pas au-dessous de 22,8 degrés. Jamais je ne me fusse attendu une pareille température que je garantis exacte à 1 ou 2 degrés près. Le sol est jonché de débris de vieux saules, quelques-unes des souches ayant jusqu'à 5 cm de diamètre. Les falaises de la berge occidentale se colorent de teintes vertes, annonçant la présence de mousses, de saules nains. Cette vallée fertile, ces collines revêtues de gazon, ces montagnes sans neige, sauf sur la cime même, me reportent dans les territoires du Far West. Je ne peux croire que nous soyons juste à moitié chemin entre le 80 et 81e parallèle. Avant de poursuivre sur quelques observations intéressantes liées plus particulièrement à la faune sauvage, bizarrement très riche de cette terre de l'extrême nord, je voudrais simplement mettre en avant l'étonnement non dissimulé de Greely face à des constatations environnementales et des températures extrêmes qui le surprennent totalement. Je vous laisse le loisir d'imaginer la teneur de la plupart des notes qu'il n'a pas eu l'audace de retranscrire.
C'est pourtant une dépêche de l'AFP dont j'ai pris connaissance ce jour, 17 juillet 2019, pendant l'écriture de cet ouvrage, qui m'a laissé dubitatif. En voici son contenu. La moyenne quotidienne pour un mois de juillet est de 3,4 degrés à Alert, station météo canadienne située à côté de Fort-Congère, en terre de Grinnell. Et la moyenne des températures maximales y est de 6,1 degrés. Le mercure a atteint 21 degrés dimanche à Alert, endroit le plus septentrional de la planète, à moins de 900 km du pôle Nord, établissant un entre guillemets, record absolu de chaleur pour cette station, a indiqué mardi la météo canadienne. C'est assez phénoménal comme statistique, c'est un exemple parmi des centaines et des centaines d'autres records établis par le réchauffement climatique, a souligné auprès de l'AFP Armel Castellan, météorologue au ministère canadien de l'Environnement. Ce n'est pas exagéré d'appeler cela une vague de chaleur arctique, a dit de son côté à l'AFP David Phillips, climatologue principal au ministère canadien de l'Environnement. De telles températures élevées aussi au nord, c'est complètement foudroyant, selon M. Castellan, d'autant que ça fait une semaine et demie qu'on a des températures beaucoup plus chaudes qu'à l'habitude. Le précédent record, 20 degrés, remontait au 8 juillet 1956. Alors l'auteur du livre que je suis en train de lire reprend. Que dire de telles informations ? Eh bien que dans un premier temps, il serait intéressant de connaître la véritable origine de cette, entre guillemets, vague de chaleur arctique, et ensuite force est de constater que ces scientifiques ne possèdent aucune connaissance météo avant 1950. Ou aurait-il quelques états d'âme à dévoiler des records extrêmes de plus de 28 degrés constatés en 1882 par Greely, à proximité même de leur station météo d'alerte ? Pourquoi ce manque de transparence au regard de mesures officielles dont ils ne peuvent pas ignorer l'existence ? Pourquoi parler de réchauffement climatique aujourd'hui alors qu'en 1882, la chaleur y était déjà hors norme ? Je pense quant à moi que ces hausses de température ponctuelles en Arctique attestent davantage de la proximité d'une ouverture polaire et d'un basculement progressif du pôle magnétique, bien connu des scientifiques, ayant des conséquences évidentes sur le climat. Mais pour les élites, il est bon que l'individu moyen reste dans la peur climatique, tout le tenant pour responsable de son rôle de premier pollueur. Alors, un autre passage de lecture que je trouve tout à fait passionnant. Venons-en à présent aux informations d'une autre source qui aboutiront aux mêmes conclusions que William Reid, malgré le fait que ces deux théoriciens n'avaient apparemment aucune connaissance des travaux de l'autre et développèrent ainsi indépendamment leur propre thèse. Cet autre personnage que nous avons déjà mentionné publia un ouvrage après plus de 20 ans de recherche et de réflexion sous le titre « Voyage à l'intérieur de la Terre », paru en 1920. Il s'appelait Marshall B. Gardner. La seule mais importante différence entre les conclusions de Reid et Gardner est que ce dernier attribuait l'origine des lumières boréales à un soleil intérieur. Et ça, je trouve ça juste passionnant. On va voir ça après dans la lecture. Alors que Reid les attribuait maladroitement à des éruptions volcaniques. L'avancée majeure de Gardner sera consécutive à sa prise en compte des multiples données astronomiques de l'époque afin de démontrer que la Terre ainsi que toutes les planètes du système solaire sont creuses à l'intérieur et possèdent toutes un soleil central. Il attribue alors, de par ses connaissances, la constitution de ce phénomène à partir de nébuleuses tourbillonnantes. Il s'explique dans son livre. C'est toujours le même processus. À l'origine, on a une masse en fusion qui tourne sur elle-même. La force centrifuge projette les substances les plus lourdes à la périphérie. Ainsi, se constitue à la surface extérieure de chaque planète une croûte solide, tandis qu'une partie du feu initial subsiste dans le creux intérieur pour former le Soleil central. Des ouvertures se créent aux extrémités polaires, dues à ce même mouvement de rotation et de déplacement dans l'espace. Il poursuit par de multiples interrogations.
Comment les hommes de science expliquent-ils le fait que, lorsque nous nous dirigeons vers le nord, il fait de plus en plus froid, jusqu'à un certain point au-delà duquel la température commence tout à coup à devenir plus chaude? Comment explique-t-il le fait que l'origine de cette chaleur ne se situe pas dans le sud, mais qu'elle est créée en réalité par une série de courants d'eau chaude et de vents chauds en provenance du nord? Faut-il donc admettre qu'il y a une mer libre et chaude dans l'extrême nord, à l'endroit même où les hommes de science s'attendent à trouver une glace éternelle? Pourquoi encore les explorateurs ont-ils découvert sur les falaises de glace inhospitalières de l'extrême nord du pollen rouge? Revoir le vol de Bird. Et, flottant dans l'eau, des graines de plantes tropicales alors qu'on n'en trouve plus en redescendant vers le sud. Elles viennent de l'intérieur de la terre. Pourquoi ? Parce qu'elles appartiennent à des arbres qui ne poussent que dans des climats très chauds et qu'on voit mal comment elles auraient pu parcourir des milliers de kilomètres à travers le monde sans se désagréger. Pourquoi ces morceaux de bois? Pourquoi ces branches d'arbres, certaines portant même parfois des bourgeons naissants? Oui, pourquoi? Pourquoi le nord du Groenland est-il le plus grand habitat du moustique, un insecte qui vit normalement dans les régions chaudes? Comment a-t-il pu atteindre le Groenland s'il vient du sud? Où vont les renards et les lièvres qu'on a vus marchant vers le nord? Et les ours? Est-il possible d'imaginer que les animaux de cette taille puissent trouver de quoi subsister dans un désert de glace? Quand ils arrivent aux environs de 80 degrés de latitude nord, les explorateurs sont stupéfaits de voir que l'eau devient tout à coup moins froide, que des oiseaux, des animaux migrent vers le nord pour se nourrir et se reproduire, alors que logiquement, ils devraient descendre vers le sud. Et à mesure que ces explorateurs remontent vers les hautes latitudes, ils rencontrent les signes troublants d'une vie végétale et animale de plus en plus riche. Et ce n'est pas tout. Dans notre chapitre sur les mammouths, nous apporterons la preuve que ce mastodonte vit encore à l'intérieur de la Terre. C'est passionnant. Alors, je vais continuer encore un petit peu. Une petite parenthèse s'impose quant à cette remarque fabuleuse de Gardner. En effet, presque 10 ans après cette affirmation, l'amiral Byrd rapportera ses premières observations fantastiques d'un mammouth dans les zones tropicales qu'il décrit lors de son survol au-delà du pôle. Cela accréditerait également le signalement par quelques peuplades de Sibérie de la présence furtive du mammouth dans certaines régions, comme nous l'avions évoqué précédemment. La terre creuse s'annoncerait alors véritablement comme le seul dénominateur, j'en bafouille, commun à toutes ces révélations extraordinaires. Alors, l'épreuve astronomique dans la théorie de Marshall Gardner. Dans son livre, Gardner argumente sérieusement et scientifiquement ses propres conclusions en les consolidant par de multiples témoignages et données d'astronomes. Ces commentaires de professionnels contemporains de Gardner auront au moins le mérite de nous offrir une vision neuve et constructive de leurs propres observations, alliant, par instant, des détails révélateurs ignorant une censure encore quasi inexistante à cette époque. Alors, commençons par un article cité par Gardner et paru dans Scientific American le 14 octobre 1916 sous la signature de H.D. Curtis, membre de la Société astronomique du Pacifique. Curtis écrit « 50 de ces nébuleuses ont été étudiées et photographiées au moyen du réflecteur de Crossley. On a utilisé des temps de pause différents, de façon à faire ressortir les détails de structure de la partie centrale brillante et aussi de la matière périphérique. La plupart des nébuleuses présentent un anneau plus ou moins régulier
une sorte d'écorce ou de coquille, généralement avec une étoile centrale. Gardner commente. Pourquoi les hommes de science ne se sont-ils jamais vraiment penchés sur le problème que pose la forme de ces nébuleuses planétaires ? Ils n'ont qu'à regarder les photographies, elles sont suffisamment explicites. La nébuleuse prend la forme d'une coquille creuse ouverte au pôle, avec un noyau brillant au centre, ou soleil central. Pourquoi ces hommes de science ne se sont-ils jamais demandé ce qu'impliquait une pareille structure, à quoi logiquement elle conduisait ? Est-ce que, par hasard, ils ne craindraient pas de voir leur théorie sérieusement perturbée ? Quant à nous, nous n'avons pas cette crainte. Notre théorie montre clairement les différentes étapes de l'évolution des nébuleuses. Comment se forment les ouvertures polaires? Comment la coquille se solidifie? Comment enfin ces mêmes nébuleuses deviennent des planètes? Gardner explique que de la même façon, le système solaire est lui aussi formé d'un soleil central, c'est-à-dire le nôtre. Le même mouvement de rotation et la même force centrifuge ont poussé les masses les plus lourdes, les planètes, à la périphérie du système. On s'aperçoit d'ailleurs que les planètes les plus éloignées du Soleil, comme Uranus et Neptune, sont plus grandes que celles qui sont plus rapprochées, comme Mercure ou Vénus. S'appuyant sur ces évidences astronomiques, Marshall Gardner développe sa théorie suivant laquelle toutes les planètes sont creuses avec des soleils centraux. Et il émet encore l'hypothèse que notre univers aussi doit avoir son soleil autour duquel tournent les étoiles. Alors un peu plus loin, si Gardner avait eu le privilège de consulter les premières photographies de nos nébuleuses prises en 1920 par Edwin Hubble, il aurait pu lever le voile sur la nature des nébuleuses, montrant qu'elles étaient d'immenses systèmes stellaires qui, contrairement à ce qu'il pensait, ne se transformaient pas en planètes. De nos jours, on sait que ces nébuleuses que l'on nomme galaxies peuvent comporter entre quelques dizaines de millions d'étoiles pour les plus petites d'entre elles et jusqu'à plusieurs milliers de milliards d'étoiles pour les plus grandes. Gardner n'aurait pas manqué d'établir les mêmes constatations car, effectivement et avec raison, son principe reste véritablement similaire. C'est une réalité attestée de nos jours avec des images impressionnantes envoyées par différentes sondes et qui montrent ce phénomène de rotation de branches des galaxies avec une zone centrale où siégerait ce soleil originel. Il affirme aussi que Mars, Vénus et Mercure sont creuses et qu'elles ont des ouvertures polaires improprement appelées calottes glaciaires. Car si elles sont blanches, dit-il, ce n'est pas à cause de la neige ou de la glace, mais parce qu'il y a dans ces régions un grand amoncellement de brouillards et de nuages, à travers lesquels resplendit le soleil central. La lumière de ce soleil a été observée à maintes reprises par les astronomes, mais n'en comprenant pas la raison, ils n'ont pu en offrir une explication satisfaisante. Gardner note que parfois, ces calottes glaciaires disparaissent brusquement à la suite d'un changement de temps. Comment de la glace et de la neige pourraient-elles fondre aussi rapidement ? À ce sujet, le professeur Newcomb écrit « Il n'y a aucune preuve que de la neige semblable à celle que nous connaissons se soit jamais formée autour des pôles de Mars. Il ne me semble pas possible que des chutes de neige importantes aient pu se produire. Et il n'est pas non plus absolument nécessaire de faire appel à la neige et à la glace pour expliquer ces calottes blanches. » Gardner raconte que le 7 juin 1894, le professeur Lowell était en train d'observer Mars lorsqu'il vit soudain 2 rayons de lumière jaillir du milieu de l'extrémité polaire. Ces rayons étaient éblouissants. Ils brillèrent pendant quelques minutes et disparurent. Gardner fait ce commentaire. Ce que Lowell aperçut était en réalité un rayon de soleil central de Mars, jaillissant à travers l'ouverture du pôle martien. Alors, au sujet des aurores boréales, un autre passage que je trouve juste
édifiant. Pour en terminer, quel témoin le mieux placé pourrait raconter, dans un luxe de détails dont il a le secret, toute l'évolution de ce phénomène fantastique? J'ai nommé une fois de plus le lieutenant Greely, qui, de sa position idéale jouxtant l'ouverture polaire, se retrouvait en première ligne pour un compte-rendu de première main et parfaitement vierge, à cette époque, de toute connaissance préalable de la naissance des aurores boréales. Et vous allez pouvoir constater que ses propres observations différeront quelque peu de notre réalité scientifique actuelle. Donc, le 16 novembre 1883. Alors, aurore visible presque tout le jour. D'abord de simples taches éparses et pâles à 15 degrés à peu près au-dessus de l'horizon nord-ouest. Peu à peu, elles se sont rapprochées, éclairées. Elles ont pris la forme d'un cône régulier, du sommet duquel des nuées brillantes sortaient en tourbillonnant, par bouffées spasmodiques, comme celles qu'on voit s'échapper de la cheminée d'une locomotive se préparant au départ. Ces volutes lumineuses, répandues ainsi dans l'espace, se dissolvaient lentement pour disparaître bientôt. Alors, un autre passage de lecture, en fait, qui était un petit peu avant. En gros, les aurores boréales, on nous dit maintenant au niveau de la science que c'est lié au soleil, donc notre soleil extérieur, le soleil, etc., par rapport au pôle, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je vais lire. Greely répertorie dans son rapport toutes les apparitions d'aurores boréales qui s'échelonnent de 4 à 9 aurores par mois et dont la quasi-totalité durant les mois d'hiver, c'est-à-dire une période de l'année où la lumière du soleil n'est pas franchement dans l'axe du pôle. Il faudra nous expliquer. Alors me direz-vous, à qui donner une confiance absolue? Plutôt à nos scientifiques ne supportant aucune contradiction depuis toujours malgré les paradoxes de leur discours bien huilés, ou plutôt les témoignages et autres observations d'explorateurs dignes d'intérêt qui remontent à une époque où la quête de vérité dépassait encore, pour un temps, celle de la censure sous couvert de la bienséante pensée générale. Ma propre quête de vérité m'oblige en grande partie à ne m'appuyer que sur les témoignages solides d'explorateurs aguerris qui, sur le point qui nous intéresse, auront été, de surcroît, le reflet exact de documents photographiques publiés près de 150 ans après. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leurs divers discours pointus, en provenance d'observateurs différents, disent tous la même chose. Le démarrage de l'aurore boréale se situe très largement en dessous de la norme des 90 km d'altitude. Leur position idéale en terre grinelle affleurait effectivement l'ouverture polaire, ce qui eut pour effet une contemplation unique et en direct d'un phénomène particulièrement proche, fortement lumineux, qui se propageait du bas vers le haut, se formant au ras du sol, se matérialisant sous la forme d'un cône ou d'un cratère, desquels s'échappaient des bouffées de lumière, qu'ils pouvaient toucher de la main ou être frôlés au point d'en être effrayés. On se retrouve alors bien loin d'un phénomène prétendument d'origine solaire, dont l'altitude des volutes de lumière sont officiellement standardisées selon leur couleur. Étant donné que les aurores boréales sont censées se produire dans la ionosphère, dans une tranche d'altitude comprise entre 90 et 200 km au minimum. Vous verrez que cet aperçu sur les aurores boréales relevées sur le vif, ayant valeur de preuve indéniable, sera bientôt suivi de quelques autres. Mais continuons sur les dernières allégations libres de Reid. Il déclare: si on peut démontrer, en citant ceux qui se sont avancés très loin dans les directions des prétendus pôles, qu'il fait plus chaud là que plus bas au sud, que la végétation y est plus abondante et les animaux plus nombreux, alors nous pourrons raisonnablement prétendre que la chaleur vient de l'intérieur de la Terre, car de quel autre endroit pourrait-elle provenir? Dans le dernier voyage du capitaine Hall, nous lisons: nous ne nous attendions pas à trouver une région aussi chaude, dépourvue de neige et de glace.
La vie animale y était partout présente. Phoques, oies, canards, bœufs musqués, lapins, loups, renards, ours, perdrix, lemmings. On a observé que des vents particulièrement forts non seulement élèvent la température dans le voisinage de l'océan Arctique, mais encore l'affectent très sensiblement à plus de 500 km de distance. De tels vents ne peuvent naître qu'à l'intérieur de la Terre, là où règne un climat tropical. On en revient toujours à la présence croissante et inexpliquée de tous ces animaux dans l'extrême nord, ce que mentionne également Greely à travers ses propres notes. En fait, comme la chaleur semble croître en progressant toujours plus loin dans le nord, leur instinct leur commande certainement de prendre cette direction qui les amène tout droit vers les bords ou à l'intérieur même de la Terre. C'est génial. Bon, alors, un autre passage. Il y a tellement de choses passionnantes, mais il faut lire le livre, hein, franchement. Il y a une histoire avec des oies et des graines retrouvées dans les oies. Et ces graines, c'est une sorte de céréale, un truc qui mélange le blé, mais à une taille complètement différente, qui a été semée, mais j'arrive pas à retrouver le passage. Donc, je vais vous lire autre chose là. Alors, donc... le capitaine F. Tuttle, ex-roi de l'île Cannibale, une de ses anciennes aventures, est un homme qui a eu une longue expérience en tant que marin. S'est exprimé samedi soir au Grand Army Hall à Denver, dans le Colorado, devant une petite audience. Alors, c'est un extrait d'un journal, hein, qui est paru dans un journal, ce que je suis en train de lire. C'est pour ça que ça a été retrouvé. Il parla principalement de son expérience dans les régions arctiques et décrivit les coutumes et habitudes des Esquimaux. Le conférencier dit qu'il n'y avait pas seulement une mer polaire ouverte, comme affirmé par les explorateurs arctiques, mais qu'il y avait un continent au-delà de la mer, lequel était riche en toutes choses nécessaires pour l'humanité. Comment le sait-il ? Alors ça, c'est la question de l'auteur du livre actuel. Il ne peut savoir si ce continent était habité. Mais il trouva des ossements dans cette région dont les scientifiques dirent être des ossements d'une race d'hommes de 4 mètres de haut. Également des ossements d'animaux qui vivaient sous les tropiques. Selon ces faits, il affirmait que la ligne de l'équateur passa un jour à travers ce merveilleux continent. « Comment sait-il qu'il soit si merveilleux ?» demande l'auteur du bouquin. « Cette mer polaire ouverte, dit-il, était pleine de phosphorescents animalcules, point d'interrogation, qui donnaient à l'eau l'apparence d'être en feu, et ce corps d'eau lumineux produisait le fabuleux phénomène des lumières du Nord. » Entre parenthèses, par l'auteur, ou aurore boréale, dont l'explication de terrain se rapprocherait plus de celle de Greely que de celle de notre science actuelle. Une autre évidence qu'il y ait un continent dans le nord lointain, dit le conférencier, était de constater en fait que les berges de neige qui se tiennent en dehors de la mer polaire étaient constituées de roches, sable et de substances magnétiques. Du minerai ? Qui ne devrait pas être ici s'il n'y avait pas de terre. Il a lavé les poussières d'or hors de la neige et croit le nouveau pays riche en métaux précieux. Serait-il devin ? Continue à poser la question. Parce que oui, au centre de la Terre, dans d'autres passages, effectivement, il y a de l'or, il y a plein de minéraux précieux. Alors, je continue. Il dit avoir découvert le passage vers la mer polaire ouverte et a l'intention d'y aller, enfin d'y retourner plus exactement. Il aurait pu naviguer à l'intérieur au temps de sa découverte, mais la nuit arctique arrivait et lui et son équipage étaient tous épuisés. Et alors l'auteur du bouquin met entre parenthèses « Oh, le menteur, je croyais que c'était le baleinier qui ne pouvait pas passer le courant. » Oui, parce que bon, il y a tout un tas de choses avant, je ne vous ai pas lu.
Et encore certains éléments tirés du journal de Carbonate Chronicle du 9 février 1884. Donc pour la continuité de ça. Donc ça vous situe la période. 1884, c'était pas hier. Il trouva aussi quelques grappes de raisin. Cela me rappelle les descriptions du vieux Janssen. Alors, il trouva aussi quelques grappes de raisin qui, croit-il, avaient dérivé du continent inconnu. Le capitaine annonça de plus qu'il avait trouvé des dents fossilisées dans des blocs de glace de 16 tonnes chacun et des squelettes humains d'une taille de 3 mètres sans habits. Vous m'excuserez des quelques ajouts de commentaires sarcastiques, mais vous aurez compris tout le, entre guillemets, comique de la position ambiguë d'un homme confronté à une vérité impossible à révéler telle qu'elle, un peu comme Greely ou l'amiral Byrd, dont vous aurez remarqué l'utilisation de la même formule énigmatique « au-delà du pôle » pour Byrd et au-delà de la mer pour Tuttle. Mais finalement, même si depuis le début, notre marin se garde bien de la divulgation complète de son aventure devant le grand public, de peur du dénigrement, il s'avère que j'ai pu retrouver le résumé à chaud de son véritable périple à travers les colonnes d'un journal. Preuve concrète que le capitaine Tuttle était bien sur la réserve. Alors, moi et mon accent anglais, vous m'excuserez. Donc, The Helena Weekly Herald du 3 avril 1879. Donc, dans le bouquin là que j'ai, à chaque fois, il met la photocopie de la page du journal en question. Mais c'est tellement petit que bon, on ne voit pas. Donc, là, il met la traduction. Donc, la mer polaire ouverte. Ce marin qui était ici rapporta, à son arrivée à Saint-Louis, le capitaine Abbé Tuttle, qui déclare avoir eu la plus longue et plus variée expérience en tant que marin que presque aucun autre homme vivant maintenant, est à Washington pour négocier avec le gouvernement un petit vapeur afin de l'aider dans ses futures explorations dans les mers arctiques. Il n'a jamais été, depuis 35 ans, un homme qui se disperse. Il a été de partout sur le globe, dit-il, et a navigué sur toutes les mers et fit 20 voyages dans les régions arctiques. Il a été capitaine de baleiniers et de bateaux de surveillance. L'une des choses qui attira particulièrement son attention en naviguant vers le nord est qu'il trouva la mer de plus en plus ouverte, spécialement tous les 4 ans. Il fit son dernier voyage il y a 1 an, partant de Hakodate, au Japon, dans un bateau bien équipé avec 45 hommes. À la latitude 78, il trouva une mer ouverte libre de glace. À la latitude 81, il nota une extraordinaire chute du compas. À la latitude 82, il rencontra la ceinture de glace se tenant sous l'eau et s'étendant par endroits à une hauteur de plus de 130 mètres. Elle s'étendait vers l'est et l'ouest aussi loin que les yeux pouvaient voir. Ici, il découvrit que l'aiguille pointait au sud. En grimpant sur le plus haut point de la barrière de glace, il pouvait voir directement dans une mer polaire ouverte, s'étendant au-delà et en traçant le long de la ceinture est, il trouva un passage donnant vers la mer d'une profondeur de 178 mètres. L'eau était assez chaude et un courant fut mesuré régulièrement à sa sortie d'une puissance de 7 à 11 km/h. Il poussa son baleinier à travers ce passage et l'estima à environ 33 km de large. « Il se dévoile enfin », dit l'auteur. De la partie nord de cette mer ouverte, il trouva bientôt les feuilles fraîches de plantes, des bananes et d'autres plantes tropicales flottant sur l'eau, montrant qu'elles étaient tombées des arbres récemment. Devant ces faits, il en conclut qu'il y avait durant une partie considérable de l'année un climat chaud dans la mer polaire, suffisant pour produire des fruits tropicaux.
Dans la barrière de glace, lors de l'un de ses voyages, il trouva des os et des défenses de mastodontes qui, en 1876, furent acheminés au Centennial de Philadelphie. Elles étaient si grandes que quelques naturalistes pensaient que les animaux à qui elles appartenaient devaient avoir une longueur de 13 mètres. En naviguant à l'ouest, il aborda la partie nord des côtes de la Nouvelle-Sibérie, où il trouva une race de gens qui pensaient que personne n'avait ni vu ni jamais entendu parler avant. Ils parlaient un langage inconnu qui s'apparentait à l'hébreu. Ils parlaient quelques mots d'hawaïen et d'esquimaux, et avec ça, et à l'aide de signes, nous firent comprendre qu'ils venaient du nord. Nous allons pouvoir compléter et conclure avec bonheur les commentaires précédents du capitaine Tuttle grâce à un article de presse paru juste 3 semaines avant celui que nous venons d'examiner, soit le 12 mars 1879. The Weekly Clarion, Missouri. Bon. C'est une question au sujet de laquelle je suis profondément sérieux, dit le capitaine, après que la théorie de l'ouverture de Sims, théorie de la terre creuse du capitaine Sims, ait été abandonnée. Je suis complètement investi dedans. Je suis sérieux quand je parle. Son plan est de se déplacer à Washington et de diffuser ses connaissances devant le Congrès. Quelle est la raison faisant qu'aucun explorateur dont nous avons tant entendu parler n'ont eu le succès d'une découverte? Ils prennent tous la mauvaise route. Ils viennent de l'Est, je viens de l'Ouest. Ce sont tous des expérimentateurs. Je suis un vieux marin habitué des mers du Nord, sachant ce qu'il fait quand il est ici. Le capitaine croit que la vraie route vers le Nord passe par le détroit de Bering. Il a pénétré la région jusqu'à la latitude 83,55 °, qui est plus importante de quelques degrés qu'aucun autre explorateur n'ait jamais atteinte. Ici, il trouva une mer libre. Mais la plus étrange partie de l'histoire qu'il raconte est lorsqu'il évoque la nouvelle race d'hommes qu'il découvrit. Ils vivent loin au nord de la terre habitée par les Esquimaux et sont très différents d'eux. Ils sont un peuple fidèle, mesurant, comme le capitaine dit, de 2,30 m à 2,60 m dans leurs mocassins. Il dit qu'ils sont sombres, couleur de peau, portent des fourrures et des vêtements en peau, ont de larges nez romains, de longs cheveux noirs et de longues moustaches noires. Les femmes sont presque plus grandes que les hommes et sont très masculines. Certains portent la barbe et sont tout à fait particuliers, autant que non attractifs dans leur apparence personnelle. Ils portent l'évidence d'être vertueux autant que joyeux. Il les trouva très amicaux. En effet, ils coururent sur le bord de la berge pour le rencontrer et lui serrer la main, les invitant cordialement, lui et ses accompagnateurs, par différents signes, vers leur terre. Il resta parmi eux plusieurs jours, mais comme leur langage était aussi inintelligible pour nous que le nôtre pour eux, la communication était limitée. Cependant, ils nous amenèrent à comprendre qu'ils étaient d'une région au nord de celle dans laquelle ils étaient alors, que cette région était assez agréable, qu'elle était habitée et qu'il n'était pas difficile de la rejoindre, n'étant seulement qu'à environ 740 km vers le nord. Ils lui dirent, en dessinant sur le sol avec des bâtons, que d'immenses animaux comme des mastodontes existaient ici et que le poisson et le gibier de toutes sortes étaient abondants, également que l'or était trouvé en grande quantité. Donc voilà, je trouve ça tout à fait passionnant, édifiant, ça remet beaucoup de choses en perspective. Ces histoires de aurore boréale, de soleil intérieur, cette façon dont auraient les planètes à se créer avec cette coque, cet enrobage, comment je pourrais dire, un peu comme une noix
avec le centre et puis la coquille extérieure. Et on pense que la coquille extérieure, c'est tout ce qui existe et qu'à l'intérieur, il y a autre chose et il y a autre chose qui donne à germer encore autre chose. Je vois ça un petit peu comme ça. Et cette histoire de soleil interne, je trouve ça très intéressant. Ces comparaisons aussi, alors ce sont des passages aussi que j'ai pas tout mis, hein, j'ai mis certains, parce que sinon ça durerait des heures. Et puis non, achetez le bouquin si vous voulez en savoir plus, quoi, clairement. Il y a des passages, donc en gros, où certains aventuriers ou même militaires ont découvert qu'il y avait la présence de géants. Donc les géants, oh là, j'en bafouille, les géants qu'on a pu entendre parler au niveau légende, sur cette terre, qu'il y aurait eu des géants, etc. Bon, il y a plein de choses par rapport à ça. Les Atlantes qui auraient été se réfugier au centre de la Terre après la disparition de leur civilisation. Et donc voilà, et des Atlantes qui auraient été ensuite, alors certains sous terre donc, et puis d'autres en Amérique, dans différents pays, et que les Indiens d'Amérique seraient en fait à la base des anciens Atlantes, mais des anciens Atlantes qui n'avaient plus tous les moyens, tout ce qu'ils avaient développé, toute la technologie qu'ils avaient développée, parce qu'ils en avaient développé. Ils étaient, je pense, même bien plus avancés que nous ne le sommes maintenant. Parce que quand on y repense, ce sont quand même des gens qui se sont occupés de la création des pyramides en Égypte et toutes ces interrogations que nous avons depuis de nombreuses années. Mais comment ont-ils fait nos Égyptiens pour assembler des pièces comme ça, et pas que les pyramides d'Égypte, et d'autres lieux bien sûr, où c'est au millimètre, même pas, on se demande s'il y a un millimètre entre les pierres, tout est taillé, tout est imbriqué comme si ça avait été au rayon laser. Bon, donc ça c'est une chose. Et puis d'autres témoignages que ces êtres, ces hommes, ces femmes, alors pas forcément géants, mais qui parlent hébreu. Ils parlent hébreu, alors ce serait les tout premiers juifs. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des sons, j'ai envie de dire des sons de cloche un petit peu différents, mais la planète est immense. Donc pour moi, vu de ma planète pour le coup, la planète Odile, c'est comme sur la surface de la planète Terre, quoi. Il y a des peuples différents, il y a des nationalités différentes, il y a des couleurs de peau différentes. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas pareil à l'intérieur de la Terre. S'il y a un soleil central, ou s'il y a de la vie à l'intérieur de la Terre, qu'est-ce qui empêche qu'il y ait des peuples si différents les uns des autres qui vivent là? Et donc aussi, pour en revenir à nos autres intraterrestres et extraterrestres, et le clin d'œil à la vidéo précédente, au podcast précédent, quand je parlais de sortir de la matrice et que j'avais parlé de reptiliens, de reptiloïdes, eh bien, il y en aurait dans cette terre, dans cette terre creuse, dans au centre de la Terre, mais où exactement, pas forcément partout, qui laisse la place d'avoir d'autres peuples. Je pense qu'il y a des choses, matières à découvrir, et que peut-être dans les mois ou dans les années qui viennent, certains disent il y a des dates, mais bon, les dates, hein, les prophéties, tout ce qui va avec, bon, c'est toujours sujet à caution, comme tout ce que je suis en train de raconter, parce que c'est autant de découvertes, autant de sujets à creuser, mais je suis curieuse, alors je vais creuser. Même les choses les plus souvent improbables, mais Odile, tu planes à 15 000, c'est ce que j'ai marqué dans mon article précédent.
j'ai l'habitude, c'est une ancienne habitude chez moi, j'aime beaucoup. Je peux paraître complètement loufoque pour la plupart des gens, hein. Même mes propres enfants, ils ont eu du mal, hein, ils ont même encore du mal des fois. Hein. C'est pourtant ma famille, ils savent comment je fonctionne. Mais peut-être c'est l'ego qui va me faire parler, et chacun déterminera ça en fonction de sa vision des choses. Mais moi, c'est sincère, ce que je vais vous dire là, c'est que j'aime bien cette approche. C'est un peu comme les aventuriers d'antan. Il y a les aventuriers de l'extérieur et il y a les aventuriers de l'intérieur. Et moi, je me situe plus en tant qu'aventurière de l'intérieur. C'est-à-dire que j'aime découvrir les choses, j'aime expérimenter sur moi aussi. Et j'apprends toujours tout un tas de choses que ceux qui n'osent pas le faire ou qui disent que ce sont des couillonnades ratent et ne découvrent jamais. Moi, je l'expérimente. Donc, je vais creuser ces sujets-là qui peuvent paraître complètement barrés, loufoques. La science a décrété que, mais comme j'ai très peu d'estime quand je vois tout le baratin de la science, donc j'aime bien me pencher vers tous ces gens qui paraissent un peu loufoques, loufdingues, tout ce que vous voulez. Moi, c'est folle autonomie, donc on va creuser les sujets, on va aller voir ça de plus près. Et puis, le temps fait son office. Et si dans les mois ou les années à venir, on voit des Pléiadiens, on voit des... j'ai oublié, des mantes. Ça, c'est ce qu'explique cet homme dans les vidéos que vous allez trouver dans mon article complémentaire. Ou des lyriens, ou d'autres... ou même des... comment ça s'appelle ? Des reptiloïdes, des reptiliens, parce que c'est pareil. Il y en a qui sont assez néfastes, non, dangereux, puisque quand on voit la planète Terre, le monde dans lequel nous vivons, où il en est, et si ce sont ces gens-là qui dirigent au sommet, on se dit que c'est pas bien joli, hein. Et ces êtres-là, si j'ai tout bien suivi, n'ont aucun état d'âme parce que ils en ont tout simplement pas d'âme. Enfin, pas au même titre que nous. C'est-à-dire qu'ils sont dénués de toute sensibilité. Les émotions, ils ne connaissent pas. Donc évidemment, ça fait une approche de vie totalement différente. Et il ne faut pas tout mettre dans le même panier. C'est comme au niveau des humains, comme de certains qui se font, qu'on appelle les Illuminati ou tout ce que vous voulez, qui sont sous la coupe de ces reptiloïdes, de ces reptiliens, toujours si j'ai tout bien suivi. Hein. Et donc, mais pareil, dans l'article, vous allez trouver des choses encore dans les vidéos de cet homme politique, entre autres, qui à la base n'est pas un homme politique, je précise quand même. Donc des reptiloïdes, des reptiliens qui ne sont plus tout à fait, sont en train de se transformer et sont prêts à aider l'humanité. Alors il y a plein d'histoires de manipulation génétique, j'en avais déjà un petit peu soufflé mot, alors je ne sais plus si c'était dans l'article précédent ou dans la vidéo précédente, si j'en avais soufflé mot, mais bon voilà, il y a ça aussi à prendre en considération, à savoir que nous sommes maintenant au stade où nous en sommes maintenant, à notre époque, physiquement dans la matière, un joyeux mélange pour nombre d'entre nous, pour ne pas dire la plupart d'entre nous, de tous ces peuples, de toutes ces races, je vais dire ça comme ça, oui, parce que ce sont des races différentes, extraterrestres, mais qui peuvent les unes les autres s'assembler. Donc, nous avons du lyrien en nous, nous avons du pléiadien en nous, nous avons quelques reptiloïdes en nous, oui, enfin reptiliens aussi, et ça n'a rien à voir avec le cerveau reptilien. Enfin voilà, c'est des choses intéressantes à suivre.
Donc je vous invite à cliquer sous la vidéo, là tout de suite, et aller découvrir ce que raconte cet homme en particulier. Je vais vous remettre aussi sûrement un petit peu d'explications complémentaires comme d'habitude. Voilà. Je vous dis au revoir et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.